Bonsoir à tous. Nous voilà réunis pour la dernière séance de nos conférences sur le Brexit. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, juste avant les fêtes. Je profite de l'occasion pour remercier encore une fois Formanam pour son support, son soutien technique et pédagogique aussi. Je remercie également donc les douanes Laxis pour nous avoir fait la faveur de nous prêter ces deux conférenciers ainsi qu'une assistante. Et avant de passer la parole à Monsieur le Burggraf, je souhaite également vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, tout en douceur, tout en sérénité et aux prochaines aventures pour d'autres conférences. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Eh bien, bienvenue pour cette dernière conférence sur la thématique du Brexit. Quand nous avons commencé à parler du Brexit, généralement, je disais à mes collègues, m'expliquer le Brexit, c'est très simple. Nous expliquons à tout le monde que le Royaume-Uni devient un pays tiers. Et puis après, on vous explique comment fonctionne la douane. Et comment on va recommencer à travailler avec un pays qui n'est plus dans l'Union européenne. Donc voilà, on est à la dernière de ces 4 séances où je vous explique comment fonctionne la douane et ce qui se passe dans le cadre du Brexit. Mais le Brexit est simple dans son essence. Le Royaume-Uni va quitter l'Union, va redevenir un pays tiers et va être traité comme tel. Et dans nos relations avec le Royaume-Uni, on va devoir travailler avec un pays qui est devenu pays tiers à l'Union européenne et faire des importations, des exportations comme on fait avec tous les pays tiers. On retrouve la présentation, voilà. Bien, donc ce soir, on va voir rapidement l'origine, de quoi est-ce qu'on parle concrètement, quels sont les effets, quelle est la portée de l'origine. Je vais reprendre le point de vue de l'origine par rapport à tous les acteurs qui interviennent dans les mouvements à l'importation et à l'exportation, et on verra un petit peu plus aussi, voir comment fonctionne l'origine, et parler de l'origine et du Brexit. Alors, on en revient à un petit principe de base. Quand on parle d'origine des marchandises, on parle du territoire où la marchandise a été fabriquée, où elle a été obtenue. Par raccourci, on dit parfois la règle du made in, ce n'est pas tout à fait exact, mais ça s'en rapproche. Donc l'idée, c'est de voir dans quel territoire la marchandise a été fabriquée. On a 2 autres concepts qui sont voisins. Le premier concept, c'est celui de provenance des marchandises. Et pour la provenance des marchandises, c'est un aspect géographique lié à l'acheminement des marchandises. C'est de quel pays la marchandise vient-elle. Mais elle peut être originaire de Chine, fabriquée en Chine, et provenir d'Égypte, être acheminée dans l'Union européenne depuis l'Égypte. Ou elle peut être originaire de Chine, avoir été fabriquée en Chine, et provenir de Chine également. Dernier concept qu'on a vu lors de la 2e conférence, c'est celle de statut douanier. Dans un territoire douanier donné, une marchandise peut être en libre pratique et circuler librement, ou pas en libre pratique et sous surveillance douanière. Et donc, chaque fois que la marchandise chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose avec cette marchandise, il va falloir déposer une déclaration en douane. Alors, première petite chose, c'est que une marchandise peut très bien avoir une origine et changer de statut douanier. Je fais venir sur le territoire douanier une marchandise qui a été fabriquée en Chine, elle est originaire de Chine, elle n'est pas en libre pratique. Je la mets en libre pratique pour qu'elle puisse circuler librement. Cette marchandise en libre pratique va rester originaire de Chine. Le statut douanier ne va rien changer à son origine. Autre chose importante, une marchandise va pouvoir être fabriquée dans un territoire douanier sans avoir été jamais mise en libre pratique. Je peux importer du minerai de cuivre en Belgique, le fondre, en fabriquer des lingots, de ces lingots faire du fil de cuivre, de ces fils de cuivre faire du moteur, tout ça sans qu'il soit mis en libre pratique, sous le régime du perfectionnement actif, et je vais obtenir à la fin des moteurs qui seront peut-être originaires de l'Union européenne. Voilà,
Ça, c'était pour les petits concepts de base. Nous avons vu la dernière fois la déclaration en douane, en voyant que, notamment, et je les ai indiqués ici en jaune, nous avions les aspects géographiques qui étaient indiqués. L'origine, la provenance, le cas échéant, la destination pour les déclarations à l'exportation. Nous avons vu lors de la dernière conférence que, parmi les différents éléments, l'origine pouvait être un des éléments déterminants pour l'application de certaines mesures économiques, d'interdiction, de restriction. Il est interdit d'importer certaines marchandises qui ont certaines origines. On avait vu l'exemple pour le pain d'épices pour toutes les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol. Nous avons lié à l'origine également des mesures liées à la santé, à la sécurité, à l'environnement et à l'économie. L'idée là, c'est que, notamment le cas du Royaume-Uni, le Royaume-Uni demain va se retrouver un pays tiers comme n'importe quel autre pays tiers. Dans la presse, on a évoqué la situation de « vous ne pourrez pas revenir du Royaume-Uni avec un sandwich au jambon ». C'est vrai. À l'importation, nous allons contrôler toute une série de mesures sanitaires et phytosanitaires. Dans certains cas, l'origine va influer sur ces mesures, dans la mesure où le législateur aura décidé soit de faciliter les choses en fonction de l'origine des marchandises, parce qu'on sait que le pays dont la marchandise est originaire met en place toute une série de mesures qui permettent de s'assurer de la salubrité du produit qui est importé, ou le cas échéant, inversement, avoir des mesures qui sont plus draconiennes selon un territoire ou l'autre. On va en revenir sur l'aspect principal de la soirée de ce soir, les aspects fiscaux liés à l'origine, et notamment voir l'origine comme un des éléments déterminants pour le taux des droits à l'importation. Alors, nous avons un premier principe qui est valable au niveau mondial, qui date des accords du GATT. On est en 1947, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On veut faire en sorte qu'il n'y en ait pas une troisième, et on met en place au niveau mondial ces accords du GATT qui deviennent plus tard l'Organisation mondiale du commerce et des accords liés à l'Organisation mondiale du commerce. Et dedans, on a un premier principe qui est de dire maintenant, nous allons cesser de faire des taux de droit à l'importation à la tête du client. Tout le monde va appliquer pour chaque marchandise un taux unique, et pour savoir lequel choisir, eh bien, tout le monde va choisir le taux le plus bas qu'il applique. C'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Et c'est ce qu'on retrouve chez nous dans les taux de droit erga omnes. Alors, chaque fois que l'on prend une règle, on prévoit les exceptions à la règle. Et on va voir que dans certains cas, on a prévu des taux qui pouvaient être alternatifs. On a le taux de base minimum, mais on va quand même, dans certains cas, pouvoir encore descendre en dessous et appliquer un autre taux. Et on verra qu'également, dans certains cas, on prévoit des taux supplémentaires. En général, quand on est face à un problème, le législateur dit « là, je veux augmenter la taxation » et donc, en plus du taux de base, je vais prévoir des taux de droit supplémentaires. Alors, ce taux erga omnes, si vous vous souvenez des pains d'épices, on va le retrouver ici pour le pain d'épices avec un taux de base de 9,8% plus 24,60 € par 100 kg. C'est le taux de base que l'on appliquera en cas de no deal, par exemple, pour une marchandise qui vient de Chine, qui vient du Royaume-Uni, qui vient de n'importe quel pays qui n'a pas conclu d'accord avec nous, qui est non originaire, nous appliquons ce taux de base. Derrière, le législateur, au niveau de l'OMC, et on le retrouve dans notre réglementation européenne, prévoit 3 situations où nous pouvons prévoir des taux inférieurs à ce taux erga omnes, la situation des accords d'union douanière, où là, on applique d'office un taux de droit nul sur base du statut douanier de la marchandise dans le pays d'exportation. Nous avons toute une série de régimes dits autonomes ou unilatéraux, je les vois dans une des diapos suivantes, où, sur base de l'origine préférentielle de la marchandise, on va appliquer un taux de droit à l'importation réduit. Et enfin, et ce qui va nous intéresser principalement dans le cadre du Brexit ici, les accords de libre-échange, où, sur base d'un accord mutuel, 2 ou plusieurs pays vont se mettre d'accord pour abaisser les droits à l'importation sur les marchandises qui sont originaires de chacun de leurs pays. Alors nous le voyons ici de nouveau dans l'exemple que j'ai pris pour le pain d'épices, où
à côté du taux erga omnes, eh bien, j'ai toute une série de taux préférentiels qui sont liés à un ensemble d'accords de libre-échange que l'Union européenne a pris avec tous ces pays pour cette marchandise. Très rapidement pour l'union douanière, l'Union européenne est fondée sur une union douanière. On a pris comme base ce canevas d'union douanière et on l'a élargi, on a supprimé les frontières intérieures, on a créé un espace économique et monétaire intérieur. L'Union européenne a elle-même lié par 3 accords d'union douanière très rapidement avec la Turquie et 2 micro-États qui sont Andorre et Saint-Marin. Je le vois assez rapidement, il ne nous intéresse pas tellement pour la soirée d'aujourd'hui. La deuxième situation, ce sont les régimes autonomes. On se replace en 1947. À l'époque, le mouvement de décolonisation était en route et les métropoles ont dit « nous aimerions garder des relations privilégiées avec nos anciennes colonies. S'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse malgré tout privilégier les marchandises qui sont originaires de nos anciennes colonies. » Et puis ce système s'est élargi et aujourd'hui ce système-là est appliqué à l'ensemble des pays en développement où de manière unilatérale nous allons favoriser les marchandises qui viennent de ces pays lors de leur mise en libre pratique dans l'Union européenne, mais il n'y a pas de réciprocité. Donc eux peuvent taxer normalement la marchandise européenne qui est exportée chez eux. On gère ainsi de manière autonome et de manière unilatérale tous les territoires, les partie du territoire des États membres qui ne font pas partie du territoire douanier. Et alors, je note après les situations particulières, et notamment le CETA et peut-être le Royaume-Uni. Le CETA, c'est l'accord de libre-échange que nous avons avec le Canada. Et le législateur européen dit, mais écoutez, nous sommes d'accord, le Canada est d'accord, le Conseil des ministres, la Commission est d'accord, je pense que le Parlement européen est d'accord avec cet accord, on va directement le mettre en œuvre en attendant la ratification par les différents États membres. Nous n'allons pas attendre 2, 3 ou 4 ans que les différents États membres aient ratifié cet accord. Et on est dans cette situation-ci avec le CETA, avec cet accord qu'on a avec le Canada, où aujourd'hui, nous appliquons un accord de manière unilatérale dans l'Union européenne et de manière unilatérale au Canada en attendant que tous les États aient ratifié cet accord. Si aujourd'hui, demain, bientôt, nous arrivons enfin à un accord dans le cadre du Brexit, il est fort probable qu'on n'attende pas non plus la ratification par tous les États membres, qu'on commence à travailler sur base d'une décision unilatérale, tant au Royaume-Uni que dans l'Union européenne, qui nous permette d'appliquer le plus rapidement possible un éventuel accord qui surviendrait. Alors très rapidement, j'ai évoqué la situation de taux de droit alternatifs, où là on dit, ben voilà, j'ai en principe le taux de droit erga omnes, si jamais on a un accord de libre-échange, je peux appliquer un autre taux qui est réduit. On a aussi toute une série de situations où, sur base de l'origine économique, on a des droits supplémentaires, dans le cadre des droits anti-dumping, des droits compensateurs et autres. Je vais avancer, nous avons une soirée limitée, mais le cas échéant, ici je donne l'exemple pour l'importation des vélos électriques d'origine chinoise. Si on tient compte des droits anti-dumping, des droits compensateurs et du taux erga omnes, on fait la somme du tout, ce sont des droits supplémentaires, et on arrive à une fiscalité globale à l'importation sur les vélos qui est supérieure à la valeur des vélos. L'idée étant de contrebalancer d'une part des pratiques de dumping social et d'autre part des subventions à l'exportation dans le pays d'exportation. Bien, alors, nous avons déjà vu quelques éléments en matière d'origine. On sait déjà que quand on parle d'origine des marchandises, on parle du pays où la marchandise a été fabriquée. Mais nous avons déjà vu en partie les effets de l'origine. Et on a vu qu'on pouvait avoir toute une série d'effets non fiscaux, mais également en matière fiscale, des effets dans le pays d'importation, soit d'application d'un taux alternatif plus réduit, soit d'application de droits supplémentaires. Et ici, c'est chaque fois dans le pays d'importation. C'est le pays d'importation qui prévoit cette mesure, et c'est également, du coup, le pays d'importation qui va déterminer la règle d'origine.
c'est dans le pays d'importation qu'on va dire, on va considérer comme étant originaire de tel pays une marchandise qui respecte telle et telle et telle règle. Malgré tout, on en reste avec cet autre principe, c'est que l'origine va pouvoir se déterminer dans un pays où la marchandise a été fabriquée. Et donc, si on combine les deux, on obtient ceci. Nous allons avoir un fabricant, un exportateur, qui, dans son pays d'origine, dans le pays de fabrication, va appliquer des règles d'origine qui sont prévues dans le pays d'importation. Donc, si je suis chinois et que je veux exporter vers l'Union européenne, eh bien, je vais devoir, pour pouvoir déterminer l'origine chinoise de mes marchandises, je vais devoir appliquer les règles européennes. Cela donne quoi concrètement? Eh bien, pour l'origine préférentielle, la bonne nouvelle, c'est que souvent, nous avons un accord de libre-échange. Et donc, on a deux pays ou plusieurs pays qui se sont mis d'accord, notamment sur les règles d'origine, et qui ont la même règle d'origine. Nous avons un accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, et nous allons appliquer les règles d'origine qui sont déterminées par cet accord de libre-échange. Nous avons la même règle que l'on importe ou que l'on exporte depuis le Maroc ou depuis l'Union européenne. Pour tous les régimes autonomes, ils sont unilatéraux. Je vais reprendre l'exemple d'un producteur congolais qui veut exporter sa marchandise vers l'Union européenne. Les règles d'origine qui vont déterminer si cette marchandise est originaire du Congo sont les règles européennes. Et donc, il va au Congo appliquer du droit européen pour déterminer si sa marchandise est ou non originaire du Congo pour l'origine préférentielle. Et j'ai déjà donné tantôt l'exemple de la Chine pour l'origine économique. Donc, toujours faire attention, lorsque l'on cherche la règle d'origine à appliquer, on applique toujours la règle du pays d'importation, mais on va devoir l'appliquer dans un pays d'exportation. Alors, très rapidement, les accords de libre-échange, est-ce que c'est quelque chose d'anodin? Non. Non. L'Union européenne a conclu une multitude d'accords de libre-échange. Tout le pourtour méditerranéen, quasiment, fait partie d'un accord de libre-échange. Tous les États d'Europe de l'Ouest qui ne font pas partie de l'Union européenne sont liés à l'Europe par un accord de libre-échange, ou quasiment. Nous avons également un accord avec le Mexique, nous avons l'accord avec le Canada, avec le Japon, avec la Corée du Sud. Donc, on se retrouve avec toute une série de pays avec lesquels l'Union européenne a conclu un accord de libre-échange qui dit, ben voilà, concrètement, lorsque la marchandise est originaire de l'Union européenne, quand elle est importée chez vous, elle peut bénéficier d'un taux de droit à l'importation réduit, et réciproquement, lorsque la marchandise est fabriquée, est obtenue chez vous, lorsqu'elle est originaire de chez vous, quand elle va être importée dans l'Union européenne, elle va pouvoir bénéficier d'un taux de droit à l'importation réduit ou nul. Ce qui se passe avec le Brexit, c'est que du jour au lendemain, le Royaume-Uni cesse de faire partie de tous ces accords. Il se retrouve tout d'un coup, en principe, isolé sur la scène internationale. Ça veut dire aussi que, on va voir tantôt, ça a un impact, ici je pense qu'en matière d'effet du Brexit, ce qui va avoir l'impact le plus important sur le long terme, c'est l'aspect en matière d'origine. Parce que ça va véritablement révolutionner toutes les relations que les entreprises ont avec le monde extérieur par rapport aux composantes britanniques de leurs marchandises. Alors, évidemment, le Royaume-Uni n'est pas resté tranquille pendant 2-3 ans. Ils ont négocié, tambour battant, toute une série d'accords de libre-échange eux-mêmes. Tous ces accords de libre-échange concernent uniquement le Royaume-Uni et tous les pays avec lesquels le Royaume-Uni les a conclus. Et ils pourront rentrer en vigueur uniquement à partir du 1er janvier. Et vous voyez que le Royaume-Uni a déjà conclu un accord avec l'Islande, avec la Norvège, avec le Canada, avec le Chili, avec le Mexique, etc., etc., etc. L'Europe n'est pas partie à ces accords. Donc on se retrouve avec deux mondes complètement différents au niveau de l'origine préférentielle. Au niveau des règles d'origine,
on se retrouve avec autant de règles qu'il y a d'accords de libre-échange et autant de règles qu'il y a de pays. Alors la bonne nouvelle, c'est que sous l'égide de l'OMC, on va travailler avec des concepts uniformisés, avec des règles similaires, relativement harmonisées. On va travailler avec une logique similaire, d'une part pour l'origine préférentielle et d'autre part pour l'origine non préférentielle ou économique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on va voir aujourd'hui, on a une logique qui s'applique dans tous les accords de libre-échange au niveau mondial. L'autre nouvelle, c'est que chaque accord est différent. Dans chaque accord, on va nuancer. Il y aura un accord politique différent. Et donc, on va avoir des variantes d'un accord à l'autre. Et donc, il est impératif, je le dis, il est impératif de pouvoir identifier la règle. On va appliquer la règle du pays d'importation. Si c'est un accord de libre-échange, tant mieux, nous avons la même règle. Sinon, toujours chercher la règle du pays d'importation. Et il est impératif d'identifier la bonne règle, parce que toutes ces règles diffèrent d'un accord à l'autre. On va travailler de manière légèrement différente, on va apporter des nuances différentes d'un accord à l'autre. Bien, les acteurs. On a vu tantôt, une marchandise change de statut douanier, ne change pas d'origine, et une marchandise peut être fabriquée, pas en libre pratique, mais malgré tout être originaire d'un État membre. On l'a vu également, faire attention, l'exportateur va certifier l'origine dans le pays d'exportation, dans le pays de fabrication, sur base des règles du pays d'importation. Et donc, concrètement, nous avons ceci. Nous avons un jeu qui va se passer entre différents acteurs. On a le premier acteur qui est essentiel, qui est le fabricant. Le fabricant maîtrise les matières premières qu'il met en œuvre. Le fabricant maîtrise le processus de fabrication qu'il met en œuvre. Et donc, c'est la seule personne qui peut, au départ, dire la marchandise que j'ai fabriquée est originaire ou pas originaire de mon pays dans le cadre de cette règle-là. On a un deuxième acteur qui est l'exportateur. Et l'exportateur, lui, va certifier l'origine à l'export. C'est lui qui va faire un document à l'attention de l'importateur en lui disant « Je te certifie que la marchandise est originaire de mon territoire douanier dans le cadre de cette règle-là. » Et on a finalement l'importateur qui, lui, va pouvoir bénéficier des effets de l'origine. C'est lui qui va pouvoir dire « Ma marchandise peut bénéficier d'un taux de droit réduit à l'importation. » On a ici une force commerciale extraordinaire dans le chef de l'exportateur de pouvoir dire à l'importateur « Je te vends une marchandise, quand elle arrive chez toi, elle ne sera pas taxée au taux de base, elle sera taxée à taux réduit. » Génial. La seule chose, c'est que la personne qui prend tous les risques ici, c'est l'importateur. L'importateur bénéficie de l'effet de l'origine préférentielle, ou de l'effet de l'origine en général, mais s'il y a le moindre problème, c'est lui qui paye. Petit exemple, la douane du pays d'importation se dit « Je ne suis pas sûr qu'on fabrique du papier peint au Congo. Je n'ai jamais vu d'entreprise qui fabrique du papier peint au Congo. Je vais quand même poser la question. Cette entreprise ici a importé du papier peint avec une preuve d'origine congolaise. Il a demandé l'application du droit réduit. Très bien. Je vais quand même demander à mes collègues congolais de vérifier si le certificat d'origine est valable. » Et après enquête, les collègues congolais répondent « Eh bien non, effectivement, on est allé voir chez la personne qui se prétend être fabricant, il n'est pas du tout fabricant, il a acheté ce papier peint en Chine. Donc le papier peint n'est pas d'origine congolaise. » L'information va arriver en Belgique, on va retourner chez l'importateur et on va lui dire « Le papier peint n'est pas d'origine congolaise, tu n'appliques pas le taux 0, tu appliques le taux normal pour le papier peint. » La seule chose, c'est que ça se passe généralement quand l'entreprise a déjà vendu sa marchandise, et donc ça fait une perte sèche pour l'entreprise. Et du point de vue fiscal, c'est l'importateur qui paye. Donc, il faut faire très attention, j'y reviendrai. Alors, ce schéma peut être combiné. Ici, c'était facile, j'ai mis un fabricant, un exportateur et un client. Je peux me retrouver avec une chaîne de fabrication avec plusieurs fabricants dans mon territoire douanier. Le dernier qui sera lui-même l'exportateur. On peut se retrouver avec des revendeurs dans la chaîne qui achètent une marchandise auprès d'un fabricant,
et qui la revende à quelqu'un d'autre qui va l'exporter. On se retrouve avec toute une série d'acteurs qui vont devoir certifier l'origine à la fin de cette marchandise qui est exportée pour que l'importateur puisse bénéficier de l'effet de l'origine dans le pays d'importation. On se retrouve avec toute une série d'acteurs qui vont être responsables du bon déroulement des choses. On peut se retrouver aussi avec des marchandises qui ne sont pas seulement fabriquées à partir de marchandises originaires d'un territoire douanier, mais qui viennent aussi d'un autre territoire douanier. Et là, toute la question sera de savoir dans quelle mesure la marchandise est bien originaire du territoire douanier pour lequel l'origine est certifiée. Alors concrètement, cela donne quoi? Eh bien, dans le chef du fabricant, il maîtrise ce que ses fournisseurs certifient. Il maîtrise son processus. Et tant qu'il reste à l'intérieur de son marché, ce qu'il va fournir à son client, c'est ce qu'on appelle une déclaration du fournisseur. Soit il va lui dire, mais voilà, la marchandise que je te vends est originaire dans le cadre de notre territoire douanier, dans le cadre de cet accord de libre-échange. Et son client, c'est sur base de cela que la marchandise est bien originaire. Il peut également faire une déclaration du fournisseur, cette marchandise, fais attention, elle n'est pas originaire. Cette déclaration du fournisseur de marchandises non originaires peut être intéressante parce que dans certains cas, il va donner quelques indices en plus en disant elle n'est pas originaire, mais il suffit que tu fasses encore ça, ça et ça avec la marchandise et elle pourra devenir originaire de notre territoire douanier. Donc le fabricant ici a un rôle central. Le revendeur peut faire les mêmes documents que le fabricant. La seule chose qu'il fera lui, c'est recevoir la déclaration du fournisseur du fabricant et puis lorsqu'il revend la marchandise à son client, lui fournir une déclaration de fournisseur en disant « Moi, je peux te certifier que cette marchandise est originaire de notre territoire douanier dans le cadre de cet accord-là ou pas. » Acteur suivant, l'exportateur. Eh bien, l'exportateur, lui, il maîtrise généralement ce que les autres lui ont donné comme information. Il va avoir les déclarations de ses différents fournisseurs qui disent la marchandise est originaire ou non originaire. Je mets entre parenthèses le fait que, le cas échéant, l'exportateur peut être lui-même fabricant. Grande différence entre l'exportateur et les autres. Les autres vont faire des déclarations du fournisseur parce que la marchandise reste dans le même territoire douanier. L'exportateur, lui, va devoir certifier l'origine à l'exportation pour que l'importateur puisse bénéficier de l'effet de l'origine préférentielle. Cette certification à l'export peut se faire de deux manières. Soit sur base d'un document qu'on appelle certificat d'origine, ou sur base d'une déclaration sur facture. Alors le certificat d'origine a connu ses heures de gloire à l'époque où on faisait des déclarations douane papier, où on estampillait les documents. Ici, dans un cadre légal où les déclarations en douane sont pratiquement toutes électronisées, la déclaration d'origine sur papier est un troll. Beaucoup d'entreprises l'utilisent encore parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire autrement. On fait une déclaration électronique et puis finalement on doit quand même courir à la douane pour pouvoir faire estampiller une déclaration d'origine sur un certificat d'origine EUR1, EURMED ou éventuellement un forme A. L'autre situation sont les déclarations d'origine sur facture. Alors elles sont prévues par les différents accords, soit lorsque la valeur à l'exportation des marchandises est inférieure à un certain seuil, 5 000 €, 6 000 €, ça dépend d'un accord à l'autre, soit lorsque l'exportateur est titulaire d'une autorisation en douane, soit d'exportateur agréé, soit d'exportateur enregistré. Alors, petite distinction entre les deux. L'exportateur agréé, c'est quelqu'un qui est allé auprès de la douane et qui lui a dit « Je maîtrise les processus d'origine de mon entreprise ». La douane a fait un audit et a rendu un avis favorable, il lui a donné une autorisation. C'est une forme d'ISO origine. Si vous êtes exportateur agréé, la douane est venue chez vous et a vu que vous travaillez super bien. L'exportateur enregistré, la douane ne vient pas chez vous. C'est vous qui écrivez à la douane en disant « Je maîtrise le processus en matière d'origine » et la douane vous répond « D'accord, vous avez une autorisation ». C'est ce qu'on appelle l'autocertification. Ce système est valable dans le cadre de certains accords seulement.
celui avec le Japon, notre accord avec le Canada, le Vietnam, et probablement, si nous en avons un, l'accord avec le Royaume-Uni. L'avantage du système de l'exportateur enregistré, c'est que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Le désavantage par rapport à l'exportateur agréé, c'est que quand vous êtes client, quand vous êtes importateur, ça ne vous donne aucune assurance particulière de la maîtrise ou non des processus d'origine par l'exportateur. Donc voilà, on gagne en fluidité, on perd en sécurité juridique. Alors on en revient au dernier acteur, l'importateur. Et mon importateur, il maîtrise quoi? Rien. Il n'a que l'information que l'exportateur lui a certifiée. Et donc, il va devoir, à l'importation, prouver deux choses à la douane pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel. D'une part, il va devoir apporter la preuve d'origine de l'exportateur, soit un certificat d'origine, soit une déclaration d'origine sur facture. Première chose, on a vu, devrait se passer normalement. Deuxième élément qu'il doit prouver, c'est soit le transport direct, soit l'application de la clause de la non-manipulation. L'idée ici, c'est que la marchandise est originaire d'un pays où elle a été fabriquée. Cette marchandise doit voyager directement de ce pays de fabrication vers le pays d'importation. On ne peut pas suspecter que cette marchandise ait encore été modifiée dans un pays tiers. Et donc, en matière d'origine à l'importation, en matière d'origine préférentielle, on a toujours ces deux conditions qui doivent être remplies de manière cumulative. Alors, le transport direct, je le vois rapidement, soit on a un titre de transport unique entre le pays d'origine et le pays d'importation sans passage par un pays tiers, soit il y a passage par un pays tiers, et là il faut prouver que la marchandise est bien restée sous surveillance douanière pendant le passage par le pays tiers, n'a subi aucune manipulation particulière. Alors, j'en reviens à quelque chose que j'ai déjà évoqué lors des deux précédentes conférences. Il est capital que votre entreprise maîtrise les incoterms. On a vu les incoterms sont importants parce qu'ils vont vous permettre de déterminer qui déclare en douane. Les incoterms sont importants parce que pour déterminer la valeur en douane, les incoterms vont être également importants parce que ça va déterminer qui maîtrise le transport, qui organise le transport. En sachant que pour l'origine préférentielle, dans tous les cas, il est fondamental que l'importateur puisse avoir l'information du transport direct entre le pays d'origine et le pays d'importation, sans quoi il ne peut pas bénéficier du taux préférentiel. En conclusion de cette partie sur les acteurs, mais il est capital de construire une confiance absolue entre l'exportateur et l'importateur et entre le fabricant et l'exportateur. C'est fondamental parce que dans tous les cas, on a vu, c'est l'importateur qui prend le risque. Ça se construit comment? Par des rencontres, des visites sur place, par l'élaboration de contrats, par le cas échéant la mise en place de garanties, par la négociation adéquate des incoterms. En matière d'origine, vous ne pouvez pas prendre le risque d'avoir un couac, d'avoir une marchandise qui arrive, qui est mise en libre pratique à taux préférentiel, et de voir ensuite, 1 an, 2 ans plus tard, voir tout d'un coup les droits à l'importation révisés à la hausse pour une marchandise que vous avez généralement déjà vendue. Voilà pour la partie acteur, le mécanisme, très rapidement. On en est où au niveau du temps? Ça va, je vais devoir avancer. Alors, on a vu qu'une marchandise est originaire du pays où elle a été fabriquée. Alors, quand elle est entièrement obtenue dans ce pays, ce sont les œufs de mes poules, le lait de mes vaches, le fruit de mes arbres, le minerai de ma mine. Il n'y a aucun problème, la marchandise va être originaire de mon territoire douanier. J'ai également parlé de la situation où tous mes fournisseurs me fournissaient une déclaration de fournisseur en disant « la marchandise est originaire, cette marchandise que tu achètes est originaire de notre territoire douanier dans le cadre de tel accord de libre-échange ». Pas de problème, si je fabrique une marchandise à partir de marchandises qui sont toutes originaires,
la marchandise que je vais fabriquer sera également originaire. Je n'aurai aucun problème pour certifier l'origine à l'export. Là où on va avoir une question, c'est quand je mets en œuvre des marchandises qui sont, en tout ou en partie, non originaires pour fabriquer ma marchandise à moi. Là, je ne sais pas certifier de prime abord que la marchandise que j'ai obtenue sera originaire. Ici, je reprends les définitions rapidement, mais je l'ai déjà évoqué. Marchandises entièrement obtenues, les œufs de mes poules, plus tout ce que j'ai fabriqué avec ces marchandises, mais ce que moi j'ai fabriqué. Si je fabrique des omelettes, moi-même, avec ces œufs, mais ces omelettes seront entièrement obtenues. Marchandises originaires, ce que mon fournisseur a certifié, marchandises non originaires, tout le reste. Marchandises non originaires de mon territoire douanier, ça peut être évidemment une marchandise que j'ai moi-même importée. Mais ça peut être également une marchandise pour laquelle mon fournisseur ne me fournit pas de déclaration de fournisseur comme quoi la marchandise est originaire dans le cadre de cet accord de libre-échange. Et a priori, tous les fournisseurs ne le font pas nécessairement. Alors concrètement, on va voir que cette marchandise qui est obtenue à partir de marchandises en tout ou en partie non originaires va pouvoir être considérée comme étant originaire de mon territoire douanier si les marchandises non originaires mises en œuvre ont subi ce qu'on appelle une ouvraison suffisante. Jusque-là, comme ça, je vous parle chinois. C'est quoi une ouvraison suffisante? Eh bien, cela marche comme ceci. Ceci est un extrait d'une annexe concernant l'origine. On est dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Tunisie. Le raisonnement est le suivant, c'est que pour obtenir une marchandise, pour que la marchandise que j'obtiens soit originaire de mon territoire douanier, il faut que les marchandises non originaires que j'ai mises en œuvre aient subi telle ouvraison. Les premières colonnes identifient la marchandise obtenue, celle pour laquelle on va rechercher la règle, et les colonnes suivantes vont identifier l'ouvraison que doivent avoir subi les marchandises non originaires. Premier exemple ici, j'ai des lunettes. Eh bien, pour que les marchandises non originaires mises en œuvre pour fabriquer les lunettes soient considérées comme subissent une ouvraison suffisante, eh bien, la règle est, écoutez, il faut que la valeur des marchandises non originaires utilisées représente moins de 40% de la valeur du produit obtenu. Ça, c'est la règle pour les lunettes. Cette règle est différente pour chaque marchandise. Ici, je reprends l'exemple pour fabriquer des crêpes, toujours dans le cadre de l'accord Union européenne-Tunisie. Pour fabriquer des crêpes, je les identifie chaque fois par un code tarique. Je mets en œuvre quoi? Des œufs, du lait et de la farine. Et la règle me dit quoi? Eh bien, pour que tes crêpes soient originaires, il faut que les marchandises non originaires mises en œuvre soient de n'importe quelle position, sauf celle du chapitre 11. Et donc, on se rend compte que là, il faudra faire attention. Si je mets en œuvre des farines non originaires, ça ne va pas marcher. Si je mets en œuvre des farines originaires, eh bien, a priori, de mon territoire douanier, a priori, il n'y aura pas de souci. Mes crêpes vont pouvoir être originaires de mon territoire douanier. Mais si j'utilise des farines non originaires, eh bien, la règle d'ouvraison pour les crêpes est, ça ne marchera pas. Si tu utilises une farine qui n'est pas originaire de l'Union européenne, tes crêpes ne seront jamais originaires de l'Union européenne. Petit exemple pratique ici, première situation, mais je me trouve comme fabricant de crêpes avec des fournisseurs qui tous me fournissent une déclaration du fournisseur comme quoi les matières premières qu'ils me fournissent sont originaires de l'Union européenne. Mes œufs, mon lait, ma farine. Ici, pas de problème. Je mets en œuvre toutes des marchandises qui sont originaires. La marchandise que j'obtiens sera originaire de l'Union européenne. Mon client tunisien pourra bénéficier du tarif préférentiel lors de la mise en libre pratique en Tunisie. Deuxième exemple, ici, je n'ai qu'une seule déclaration du fournisseur, celle de mon fournisseur de farine, qui me dit la farine est originaire de l'Union européenne. Mon fournisseur d'œufs et mon fournisseur de lait ne me fournissent pas une telle déclaration du fournisseur.
moi, comme fabricant, je vais devoir appliquer cette règle d'ouvraison suffisante pour les marchandises non originaires mises en œuvre. Et si vous vous souvenez, pour fabriquer les crêpes, la règle dit tu peux fabriquer des crêpes à partir de n'importe quelle marchandise, sauf des farines, à partir de n'importe quelle marchandise non originaire, sauf des farines, a fortiori non originaires. Ici, les œufs, le lait, c'est n'importe quelle autre marchandise. Je respecte cette règle d'ouvraison suffisante pour la fabrication des crêpes. Je vais pouvoir faire une déclaration du fournisseur pour ces crêpes pour permettre à l'exportateur, lui, de faire un certificat d'origine préférentielle et à l'importation, mon client tunisien va pouvoir bénéficier de l'origine préférentielle. Inversement, ici, j'ai mes fournisseurs d'œufs et de lait qui me fournissent une déclaration du fournisseur, mais mon fournisseur de farine, pas. Parce que lui-même a peut-être acheté une farine en Ukraine et qu'il me vend cette farine. Il me dit, écoute, je suis désolé, cette farine n'est pas originaire de l'Union européenne. Ici, si j'applique la règle d'ouvraison suffisante, la règle d'ouvraison suffisante pour les crêpes dit, tu peux fabriquer tes crêpes à partir de n'importe quelle autre marchandise, pour autant que n'importe quelle autre marchandise non originaire, pour autant qu'il n'y ait pas dedans des farines non originaires. Ici, il y a des farines non originaires, mes crêpes ne seront donc pas originaires. Je ne pourrai pas certifier l'origine préférentielle de ces crêpes dans le cadre de l'accord Union européenne-Tunisie, et donc à l'arrivée en Tunisie, mes crêpes ne pourront pas bénéficier du taux de droit à l'importation préférentiel pour les crêpes originaires de l'Union européenne. Je note, ça ce sont les règles d'origine générale, il y a toute une série de petits dièses et de bémols. Que se passe-t-il dans le cadre du Brexit? Nous y arrivons. 2 choses, ou 3. La première chose, admettons qu'aujourd'hui, avant le 1er janvier, mon fournisseur de farine soit britannique. Tous mes fournisseurs me fournissent des marchandises avec une déclaration du fournisseur, ma marchandise est originaire. On a vu qu'il n'y avait aucun problème dans ce cadre-là. Demain, après le 1er janvier, mon fournisseur britannique me fournit toujours la même farine, avec la même qualité. La seule chose, c'est que cette farine cesse d'être originaire de l'Union européenne. Je vais devoir l'importer. Et donc, par l'application de la règle d'ouvraison suffisante, dans le cadre de l'accord Union européenne-Tunisie, ces crêpes, fabriquées avec de la farine non originaire, ne vont pas respecter cette règle d'ouvraison suffisante, et donc lorsque je voudrais les exporter vers la Tunisie, ces crêpes ne seront pas originaires de l'Union européenne. Et ça, c'est le premier effet, et l'effet qui sera le plus important, selon moi, en matière d'origine, parce que beaucoup d'entreprises, dans le cadre du Brexit, parce que énormément d'entreprises n'exportent pas elles-mêmes une marchandise. Elles vont fabriquer une marchandise et la revendre à quelqu'un d'autre dans l'Union européenne. Et ce quelqu'un d'autre va peut-être encore la transformer et la revendre encore à quelqu'un d'autre qui, lui, va exporter vers le Royaume-Uni. Toutes ces personnes dépendent des déclarations du fournisseur qui sont faites dans cette chaîne commerciale. Le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne va vous imposer de revoir toutes ces déclarations du fournisseur. À tout niveau dans la chaîne commerciale, vous assurez qu'il n'y a pas des composantes britanniques dans les marchandises que vous mettez en œuvre. Et s'il y en a, revérifiez les règles d'origine pour voir si par hasard, ça ne bloque pas, ça ne provoque pas une rupture et qu'on se retrouve dans des situations comme pour la situation des crêpes où vous mettez en œuvre des farines britanniques, tout d'un coup, vos crêpes cessent d'être originaires. Ça va beaucoup plus loin que les entreprises qui ne font que importer ou exporter, ça touche toutes les entreprises qui produisent des marchandises, avec, en tout ou en partie, des matières premières qui sont originaires du Royaume-Uni. Alors, en cas de deal, d'accord, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra, sur base de l'origine préférentielle et de manière réciproque, appliquer des taux de droit à l'importation réduits dans l'Union européenne pour les marchandises qui sont originaires du Royaume-Uni et au Royaume-Uni pour les marchandises qui sont originaires de l'Union européenne. Donc, ça sera l'avantage de l'accord de libre-échange. S'il y a un accord aujourd'hui,
il faudra encore du temps pour que les différents gouvernements disent « Ok, on l'applique ». On a vu qu'il y avait peut-être moyen de l'appliquer relativement rapidement, mais il faudra du temps avant qu'il se rôde. Donc on va de toute façon, même s'il y a un accord, se retrouver dans une situation transitoire durant laquelle il y aura des droits à l'importation. S'il n'y a pas d'accord, la seule chose qui va changer, c'est qu'on va appliquer le taux de droit à l'importation erga omnes. Qu'il y a un accord ou pas d'accord, il y aura des formalités douanières pour sortir d'un territoire douanier, il y aura des formalités douanières pour rentrer dans un territoire douanier. Donc ça, le fait qu'il y ait un accord ou pas d'accord, ça ne va rien changer. Vous allez devoir déclarer à l'export vers le Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, la marchandise va devoir être déclarée à l'importation au Royaume-Uni. Et réciproquement, la marchandise qui va partir du Royaume-Uni va devoir être déclarée à l'export au Royaume-Uni et déclarée à l'import dans l'Union européenne. Qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, ça ne changera pas. Voilà, j'en ai terminé avec la matière d'origine. Je vous ai mis toute une série de sources. Vous souhaitez en savoir plus, pouvoir lire les choses tranquillement, je vous comprends. Vous avez toute une série de sources qui sont vraiment bien faites sur Internet, sur le site de l'Union européenne, sur le site des douanes belges, sur le site du SPF Économie. Et je vous renvoie toujours, dans la mesure où nous appliquons le même droit, au site des douanes françaises. Voilà, j'en arrive à la fin de mon exposé et je vous propose maintenant de répondre à vos éventuelles questions. En cas de fausse déclaration en matière d'origine de la part du fabricant ou du fournisseur, qui sera responsable, qui prend le risque? C'est toujours l'importateur qui prend le risque. Donc au niveau fiscal. Maintenant, rien ne vous empêche au niveau commercial d'avoir prévu des clauses prévoyant que vous achetez une marchandise qui est originaire de ce pays-là et que si finalement il s'avère après enquête que la marchandise n'est pas originaire, votre fournisseur doit vous indemniser. Si ça se passe 2 ans plus tard, votre fournisseur a peut-être disparu. Donc ça, c'est le risque que vous prenez. D'où l'importance de pouvoir, le cas échéant, en fonction du taux de taxation, de vraiment pouvoir prendre vos précautions, de vous assurer que votre fournisseur a bien l'usine qu'il prétend avoir, met bien en œuvre dans cette usine les processus qu'il prétend mettre en œuvre, fabrique, maîtrise parfaitement la réglementation sur l'origine. C'est un argument de vente fondamental pour l'exportateur, mais c'est fondamental aussi de vous assurer de la chose comme importateur, de faire en sorte qu'on ne vous vend pas un chat dans un sac. La déclaration d'origine sur facture peut-elle remplacer un ATR? Alors oui, mais l'ATR est utilisé uniquement dans le cadre de l'accord d'union douanière avec la Turquie. Donc on est vraiment dans autre chose que le Brexit, mais il y a également la possibilité de faire des déclarations sur facture dans le cadre de l'accord d'union douanière que l'Union européenne a avec la Turquie. Mais attention, ça ne concerne que certaines marchandises et on a le même principe de seuil au-dessus duquel il vous faudra une autorisation pour pouvoir faire ce type de déclaration. Le formulaire forme A est-il remplacé dans tous les cas par le système d'autocertification REX depuis le 1er juillet 2020? Alors, dans tous les cas, non, parce qu'aujourd'hui, on a travaillé principalement avec toute une série de pays qui font partie du système de préférence généralisée. Beaucoup de pays sont arrivés à mettre en place ce système REX, certains pas encore. Et même dans les pays qui ont mis en place le système REX, et là de nouveau je m'avance peut-être, mais je pense qu'il doit rester toute une série d'opérateurs qui n'ont pas leur propre agrément, qui doivent pouvoir certifier l'origine d'une manière ou d'une autre. Mais là je m'avance, si vous souhaitez en savoir plus à ce propos, vous pouvez consulter le site des douanes belges ou le site de l'Union européenne qui vous précise quel pays travaille effectivement avec le système REX et le système d'autorisation d'exportateurs enregistrés. Il n'y a pas d'autres questions. J'ai été clair et limpide. Eh bien, il me reste à vous remercier à tous pour votre attention et votre assiduité, à remercier encore l'ESA pour son accueil et la SBL Formanam pour son soutien et toute l'organisation de l'événement.
à vous souhaiter un très bon Brexit et de très joyeuses fêtes de fin d'année. Merci à tous et à très bientôt.